Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors ce soir, le live, ça va porter sur le podcast d'un philosophe, assez peu connu qui s'appelle Gary Lasky, qui m'a envoyé un message il y a quelques semaines en me disant qu'il en avait fait un sur moi, ce qui m'avait surpris, mais bon, je l'ai écouté. Je l'ai écouté, c'était de bonne qualité, donc j'ai décidé d'en parler et de lui faire un peu une promotion. N'hésitez pas à me faire un retour sur la qualité parce que j'ai des problèmes au niveau de mon installation, donc n'hésitez pas à me confirmer si ça marche correctement ou pas. Hem, Comme d'hab, vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, partager la vidéo. Pour être contributeur, il y a le bouton rejoindre sur YouTube, il y a la cagnotte Tipeee, que vous pouvez retrouver pour, soutenir le travail de ISTV, de toute l'équipe, donc Teddy, Boris, moi-même. N'hésitez pas. Voilà, bon, je crois on va pas non plus traîner, heu, on va pas non plus traîner au niveau de l'introduction parce que le podcast de Gary Lasky fait quand même, 40 minutes. Payot. Alors Pas là, il s'affiche pas. Pour quelle raison il Gary s'affiche pas? Lasky, Raphaël Payot et Hop, allez. Donc on va, on me fait savoir que le son est correct, nickel. Parce que bon, je m'excuse, mais ce soir, j'arrive pas à comprendre pourquoi la j'ai des sautes de connexion, des fois je perds, la connexion momentanément et j'arrive pas à résoudre. Ça, c'est la joie de la tiers-mondisation de la France sous la République d'Emmanuel Macron. Donc, eh bah, écoutez, comme je vous ai dit, on va se lancer directement. Donc ce soir, la guerre culturelle. Donc la guerre culturelle, c'est Gary Lasky, un philosophe qui a fait un podcast où il a parlé des écrits, des articles des essais que j'ai publiés sur Substack. Donc je vous en avais déjà parlé, je sais qu'il y en a quelques-uns qui les ont déjà lus, donc voilà, vous pouvez les retrouver sur Substack. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui les ont déjà lus, c'est beaucoup de travail, c'est à peu près le premier il est plus court, c'est à peu près une demi heure de temps de lecture, mais les 2 autres, c'est 1 heure de temps de lecture et c'est quand même assez dense, donc c'est une tentative de contribuer au débat intellectuel, dans un camp souverainiste qui, très clairement depuis le covid s'est atrophié. Et donc voilà, et j'ai trouvé ce qu'il faisait très intéressant. Donc ce soir, on écoute son podcast et je réagis. La semaine prochaine, jeudi, je peux vous annoncer, Gary m'a déjà confirmé qu'il pourrait venir sur la chaîne. Donc ce soir, on va juste parler de celui qu'il a fait sur moi, où je vais réagir et je vais répondre à ses arguments. La semaine prochaine, il va venir, on pourra discuter de vive voix, et ce sera l'occasion de discuter de ses autres podcasts, de ses autres thèmes, de, de son parcours aussi, de ses idées politiques, et de faire découvrir un nouveau nom intellectuel dans la petite sphère, dans le petit monde souverainiste. Parce que voilà, on trouve, nous, à ISTV, que le souverainisme, il tourne en rond quand même depuis pas mal plusieurs années, depuis plusieurs années. Donc voilà, voilà. Allez, sur ce, je lance et je ferai des coupures de temps en temps pour commenter. bonsoir, bienvenue dans la guerre culturelle, votre programme culture et philosophie. Ce soir, 3 essais de Raphaël Payot par Gary Lasky. Raphaël Payot est l'intellectuel maison d'une chaîne qui s'appelle ISTV, voilà, qui est animée par un mec que j'ai connu qui s'appelle Teddy, qui avait une voilà, qui avait une chaîne qui s'appelait Le Souverainiste. Cette chaîne est devenue ISTV. Teddy a une expérience réellement prolétaire, c'est-à-dire qu'il est père de 3 enfants et donc il gagne tout juste de quoi nourrir, élever ses enfants. Hein, c'est vraiment euh, l'expérience de la voilà de la difficulté de vivre en tant que citoyen ordinaire. Et donc là-dessus, il persiste quand même à mener les débats, à mener une émission qui a des hauts et des bas, mais voilà, qui a pas forcément non plus un public multitudinaire, mais qui a ses mérites, qui a ses mérites et qui n'est pas, voilà, moi je l'ai même, alors que
il utilise des vidéos de Papacito pour se faire un peu de vues, j'ai vu critiquer Papacito. Donc je considère que on peut faire beaucoup de critiques à Teddy, mais il a le mérite de la franchise. Et moi j'aime les gens qui ont le mérite de la franchise. Donc, il se trouve que son intellectuel maison, Raphaël Paillou, qui est un autodidacte, je trouve ça plutôt couillu quand on sait que à l'école normale supérieure, on a Alain Badiou, hein, qui est un communiste quasiment stalinien. Donc, c'est-à-dire que maintenant, plus on augmente dans le niveau intellectuel, moins on est garanti d'avoir ce pour quoi on a payé. Intellectuellement, ça devient de plus en plus faible dans les hautes sphères. Et donc là, on a un autodidacte qui décide justement de se lancer un petit peu et de faire sa petite tambouille intellectuelle à lui en faisant un gros doigt d'honneur à l'ensemble de, de milieux de milieux intellectuels français ou surtout du pseudo milieu médiatico-youtubeur qui d'un côté comme de l'autre, du côté respectable, du côté bourgeois, l'un des intellectuels bourgeois qui ne produisent plus rien, aux intellectuels prolos qui ne produisent plus rien, ou qui n'ont jamais rien produit, on est dans une misère. Et on est très très loin de la tradition française, parce que ça fait 50 ans que nous ne produisons plus la moindre œuvre de qualité, ou qui soit vraiment pertinente. Alors, j'exagère un petit peu, hein, je crois que les commentaires de la société du spectacle, c'est au tournant des années 90. Alors, il me semblait avoir dit 92, mais je crois que Debord se suicide en 92. Il me semble plutôt que c'était 89, mais évidemment, enfin, c'est vraiment le dernier feu de l'intellectualisme français. Après, on a Chantal Delsol et puis c'est fini, quoi. Voilà, c'est la gardienne du temple. Je sais, j'ai été son disciple, donc je peux pas vous dire le contraire. Et qui a essayé de faire survivre la tradition intellectuelle française avec tous les mérites qu'elle a. Je trouve que c'est la dernière grande intellectuelle française, qui a des réflexions propres, qui a des réflexions originales, qui mène une vraie pensée originale. Il y a aussi toutes sortes de professeurs que j'ai eu l'occasion d'avoir en Sorbonne qui n'ont pas forcément... Bon, alors là, hop, là donc ça vous donne un peu une idée de l'introduction. Alors effectivement, donc, il y a plusieurs choses intéressantes à remarquer. Alors déjà, la première chose, c'est que il a plutôt fait ses devoirs, notamment sur l'intention qui est la mienne, qu'effectivement, mon état d'esprit est totalement tout à fait celui qu'il a décrit, c'est-à-dire que moi j'ai quitté la fac sans être diplômé parce que j'étais tout simplement dégoûté par la gauchisation des cours, des professeurs, des élèves et tout le reste, et que j'ai eu cette moitié audace, moitié arrogance de me dire: «Je pourrais faire mieux à l'extérieur de la fac». Ce qui a pendant longtemps été une erreur, parce que, travailler seul, sans un professeur pour nous guider, pour nous donner les références, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, je vais en profiter parce que plusieurs fois depuis qu'on on a refait la chaîne en septembre, plusieurs personnes m'ont demandé des conseils pour étudier en autodidacte. Donc là, je vais en profiter pour les donner en vidéo. Comme ça, vous y aurez accès. Donc effectivement, c'est une vraie épreuve. C'est une vraie difficulté d'organiser un travail intellectuel quand personne ne nous guide au départ. Parce que le plus dur, c'est le début. Une fois qu'on est lancé, c'est plus facile, mais vraiment, c'est le début le plus dur. Donc il y a ce point-là. Il y a un autre point où effectivement, bon, la situation de Teddy, c'est à peu près ce qu'a décrit Gary Lasky, c'est que Teddy, vous le savez, ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, mais les nouveaux, je vais vous l'apprendre. Teddy, il a été responsable de la sécurité de Florian Philippot lors des manifs anti-pass. Donc, il a été assez proche, bien placé à l'intérieur du parti des Patriotes, et il a pu voir ce qui s'y passait. Et ce qui s'y passait, ce qu'il a décrit, ce qu'il a déjà commenté sur la chaîne, c'est un vrai entre-soi, un vrai snobisme, des gens qui se sentent
vraiment supérieurs aux autres parce qu'ils sortent des bons quartiers, des bonnes écoles et qui se croient plus intelligents alors qu'objectivement, quand on les écoute parler, ce sont des gens, si on les rentre dedans si on leur rentre dedans, on les secoue un peu, ça perd vite l'équilibre. Voilà, ce sont pas des personnes solides intellectuellement, mais beaucoup d'arrogance, beaucoup de snobisme et beaucoup de mépris de classe. Alors je vois que dans le chat, certains, se moquent de l'expression «avoir une expérience prolétaire». Heu, oui, oui, non, je trouve pas spécialement cette expression, mauvaise. Parce qu'effectivement, l'expérience de travailler dans des conditions, difficiles, de vendre son temps en échange d'argent, d'être mis en concurrence avec les travailleurs du monde entier pour des salaires de misère, pour augmenter les profits, de patrons qui font venir de l'immigration pour casser les salaires, l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation des factures d'électricité et cetera. Tout ça, ça fait partie de, grosso modo, ce qu'on pourrait mettre dans une expérience prolétaire. Boris, qui est sur la chaîne aussi, lui, il travaille, lui est boulanger et c'est pour ça que d'ailleurs, j'avais fait la plaisanterie une fois qu'à nous 3, on a un bac général et un CAP. Ce à quoi Boris m'a dit qu'il avait 2 CAP. Donc voilà, à nous 3, on a un bac général et 2 CAP, à ISTV. Et pourtant, oui, on est là, on ose, en tout cas on essaye. On essaye d'apporter quelque chose au débat intellectuel, quelque chose qui selon moi manque. Une radicalité qui selon moi, selon l'équipe, là-dessus Teddy est d'accord, c'est pour ça qu'il nous a fait venir, Boris et moi, heu, on manque de radicalité et surtout de de débattre quoi. De débattre, de proposer des arguments et de défendre nos positions. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup de sectarisme. Dès que quelqu'un ne pense pas comme nous, on lui rentre dedans, on refuse l'échange. Prenez un cas révélateur de ce qu'est devenu le souverainisme français. Charles-Henri Gallois. Charles-Henri Gallois qui récemment a fait une tribune pour appeler les souverainistes à rejoindre le RN. Et quand on l'accusait de trahison, il a répondu que être souverainiste, c'était lutter contre les transferts de souveraineté et essayer de récupérer le maximum de souveraineté. C'était pas forcément la sortie de l'Union européenne. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. C'est une ligne que je partage, dont on a déjà parlé. Il faut qu'on sorte de ce discours incapacitant de dire que sans sortie de l'Union européenne, on ne pourra rien faire. Il faut qu'on se dise, là, tout de suite, maintenant, on fait le maximum de ce qu'on peut faire avec le niveau de souveraineté qui est le nôtre. Et ensuite, dans le temps, on essaye de gratter un peu plus, de récupérer la souveraineté et de faire davantage. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait, il y a quelques semaines, un live sur le Brexit. Parce que le Brexit, c'est l'exemple parfait de la pensée magique souverainiste qui est de croire que sortir de l'Union européenne résout les problèmes automatiquement, ce qui est faux. On a vu avec le Brexit que sans volonté politique, il n'y a pas de changement. Et comme on l'avait dit dans le live sur le Brexit, le Parti conservateur qui a fait le Brexit, aujourd'hui, ont élu en présidente de parti responsable, je ne sais pas comment ils appellent ça, une femme qui s'appelle Kemi Badenoch, d'origine nigériane, qui est une fervente défenseuse de l'immigration. Donc voilà, le parti qui a fait le Frexit a complètement trahi. Donc la souveraineté institutionnelle, la souveraineté au niveau légal, enfin au niveau matériel, tout ce que vous voulez, ne suffit pas à compenser le manque de volonté politique. Si on a de la volonté politique, on peut faire les efforts pour retrouver, recouvrer la souveraineté. Si on a la souveraineté sans la volonté politique, on ne fera rien. Les deux situations ne sont pas équivalentes. Il vaut mieux de la volonté politique sans souveraineté totale que souveraineté totale sans volonté politique. Le cas anglais nous le démontre. Donc là-dessus, moi je trouve que l'introduction a été plutôt bien faite. Alors, avant de continuer la suite, je vous avais dit que je vous donnerais quelques recommandations. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans le chat. Je répondrai pas tout de suite, mais je les lirai. Alors, c'est quelqu'un sur Twitter qui s'appelle Osmoli qui m'avait posé la question: quelles seraient vos recommandations pour débuter l'étude de la philosophie en autodidacte? Et il précise sa question: commencer par les œuvres des grands philosophes directement ou plutôt par la vulgarisation? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que
Au début, quand vous commencez à étudier, en autodidacte, comprenez bien quand vous êtes tout seul, c'est à vous de, de planifier votre étude dans le temps. C'est à vous de choisir quels livres vous lisez en premier et quels livres vous lisez en dernier. Quand vous avez un professeur, lui, il les a déjà lus, donc il peut vous proposer un ordre logique dans lequel les lire. Quand vous êtes autodidacte, vous ne pouvez pas faire ça. Donc moi, ce que je recommande, c'est lisez beaucoup de livres. En tout cas, commencez à lire beaucoup de livres et finissez-en très peu. Lisez les introductions, les conclusions, pour vous faire une idée générale de quoi parle le bouquin, pour avoir en tête le thème et choisir si là, tout de suite, ce thème est pertinent pour vous. S'il n'est pas pertinent pour vous à ce moment-là de votre étude, vous laissez le livre de côté et très souvent, plusieurs mois après, vous repenserez au thème et comme vous aurez déjà lu l'introduction du livre en question, vous aurez directement le livre auquel vous référez, vous n'aurez pas un temps de recherche. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, moi je conseille beaucoup, aujourd'hui on peut le faire avec internet, basez-vous sur, des conférences ou des commentaires. Des conférences ou des commentaires. C'est intéressant de lire un auteur, c'est intéressant d'écouter l'auteur qui parle de son livre. Ça vous permet de voir quand il est à l'oral et qu'il n'a pas le temps de tout développer au niveau du raisonnement, quels sont les points les plus importants sur lesquels il insiste. Ça aussi, c'est vraiment important pour comprendre comment un auteur hiérarchise sa pensée, qu'est-ce qu'il considère comme plus important et comme moins important. Donc voilà, ça c'est le premier conseil. Faites-vous une idée générale de la pensée d'un auteur. Ensuite, soyez humble, acceptez de lire sans tout comprendre. Parce qu'au début, forcément, vous ne pourrez pas tout comprendre. Et comme vous êtes seul, vous n'aurez pas forcément quelqu'un à qui poser des questions. Donc parfois, il faut accepter de prendre des notes sur quelque chose. Et vous aurez les capacités de comprendre dans 3 mois, dans 6 mois. Et il faut accepter d'avoir ce délai, continuer à lire, à étudier, à faire des efforts. Pour moi, l'important, c'est de ne pas s'arrêter, se bloquer quand on ne comprend pas. Croire qu'il faut tout comprendre à la première lecture, surtout quand on débute, c'est une erreur. Ensuite, 2e conseil, il ne faut pas lire plus, il faut lire mieux. C'est pour ça que je vous disais, commencez à lire beaucoup de livres, finissez-en très peu. Mais quand vous revenez dans des livres, quand vous revenez sur des livres que vous avez commencé à lire, soyez sélectif. Si vous commencez à lire un livre, l'introduction est mauvaise, la conclusion est mauvaise, que vous lisez un peu des passages au milieu, le raisonnement n'est pas solide, laissez-le de côté. Plus vous sélectionnerez les livres sur leur qualité, plus vite vous progresserez, parce que vous allez vous rendre compte, si vous lisez beaucoup, si vous étudiez en autodidacte, vous allez vous rendre compte que beaucoup de livres, c'est juste de la masturbation intellectuelle pour que l'auteur se fasse plaisir en utilisant beaucoup de mots jargonnants et de phrases sophistiquées. Donc ça, il faut s'en méfier. Et l'exemple archétypal de ça, c'est l'Anti-Oedipe de Deleuze, avec son introduction absolument médiocre, ridicule, où il parle de plumes dans le cul, d'anus solaire et de choses dans ce genre, pour vous donner un peu une idée. Mais voilà, c'est très mentalité boomer, on est provoquant, on est subversif, en tout cas soi-disant subversif. Du coup, les gens ont adoré et considèrent que Deleuze est un grand philosophe français. Voilà, donc ça, c'est un peu les conseils généraux que je peux vous donner. Et 3e conseil, n'hésitez pas à, à lire aussi quelques textes mauvais. Pourquoi? Parce que des fois, c'est aussi intéressant de voir où est-ce qu'un auteur fait des erreurs. Où est-ce qu'un auteur fait des erreurs? Où est-ce que le raisonnement se casse la gueule? Où est-ce que l'argumentation est un peu plus faible? Ce travail un peu à analyser, décortiquer et ne pas tout le temps lire de bons auteurs ou des arguments avec lesquels vous êtes d'accord, ça vous fera progresser en termes de capacité critique et ensuite de capacité à argumenter et être un peu plus vif, quoi, un peu plus vif, un peu plus rapide dans vos réactions.
Maximator demande comment distinguer un bon livre d'un mauvais. Alors ça, très bonne question. Pour moi, un bon livre, très vite, le problème que l'auteur essaye de résoudre est présenté de manière claire. Ça veut dire que dans la première, deuxième, troisième page, dans les premières pages, vous savez quel est le problème que l'auteur essaye de résoudre. Vous pouvez écrire une phrase, machin essaye de résoudre tel problème. Par exemple, quel exemple je peux prendre qui me passe par la tête? Un article que j'apprécie qui est l'effet gourou de Dan Sperber. Donc Dan Sperber, qui est un anthropologue français, il a écrit sur l'effet gourou. L'effet gourou, c'est cette mystification intellectuelle et la fascination qu'elle provoque sur le lecteur. Voilà, des lecteurs qui sont fascinés par un texte parce qu'ils ne le comprennent pas, parce que le texte n'a pas de sens. Vous lisez l'effet gourou de Dan Sperber, très vite, premier, deuxième paragraphe, vous avez compris le problème. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est pourquoi des textes obscurs, au vocabulaire jargonnant, aux phrases alambiquées, deviennent vraiment des piliers de la philosophie française. En l'occurrence, pour Dan Sperber, c'est vraiment le postmodernisme français qu'il questionne. Comment Foucault, Derrida, Deleuze, tous ces gens-là, quoique Foucault est peut-être un peu meilleur, on peut devenir des stars de la philosophie malgré leur absence de clarté. Donc, du côté de Sperber, le problème est clairement identifié. Du côté de Deleuze, Derrida et toute la clique des baltringues de la philosophie française d'après-guerre, c'est pas du tout clair. Ça, c'est vraiment le critère majeur pour repérer un bon livre d'un mauvais. Et par exemple, selon mon critère à moi, je sais que j'en ai discuté avec Boris, il n'est pas forcément d'accord. Il pense que mon jugement est trop sévère, mais pour moi, Philippe Meuret, qu'on présente comme un grand intellectuel du camp national, je le trouve mauvais, vraiment médiocre. Parce que je le lis, première page, deuxième page, troisième page, il radote, il nous annonce qu'il va nous révéler un événement extraordinaire qui change la compréhension du 19e siècle. Et il recommence, il insiste. Et finalement, page après page, on ne sait toujours pas de quoi il parle, sinon qu'il va nous annoncer quelque chose d'extraordinaire. Bon, ça, un peu cet effet de je vous tiens en haleine, je suis désolé, ça, tu le fais quand tu écris de la fiction. Là, c'est pas de la fiction. Quand un auteur veut se faire plaisir dans une emphase de style ou de pseudo-narration, pseudo-suspense, alors que sa fonction n'est pas de raconter une histoire, mais de développer une pensée intellectuelle, en l'occurrence philosophique, pour moi, je le catégorise comme un mauvais auteur, et c'est des auteurs que je tends à rejeter assez rapidement. Donc voilà. Et deuxième question de Maximator, peut-on trouver un livre, article bon tout en étant en désaccord avec la thèse qu'il défend, ou c'est de la schizophrénie? Tout à fait, on peut trouver. D'ailleurs, ce soir, là j'ai commenté le podcast de Gary Lasky. Tous les arguments de Gary Lasky, je les trouve corrects, valides, acceptables. C'est-à-dire que pour moi, ce sont de bons arguments. Je comprends où il veut en venir, et ça mérite le débat, ça mérite l'échange. Et c'est la raison d'être de cette émission ce soir. Bon, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tous les arguments. Et d'ailleurs, le propos de ce soir, ça va être parfois d'être d'accord et parfois de ne pas être d'accord. Donc c'est vraiment la qualité de l'argumentation qui va faire la différence. Donc voilà, ça c'est la petite séquence conseil didactique pour ceux qui veulent apprendre un peu en autodidacte. Maintenant, on va reprendre la suite du podcast parce que ça fait quand même une quarantaine de minutes, donc il ne faut pas trop traîner. Qui n'ont pas forcément une pensée propre, mais qui ont une pensée critique, qui ont réussi à émettre des éléments d'appareil critique qui sont suffisamment pertinents pour nous permettre de réfléchir encore. Je pense en particulier à Bronstein, avec la religion woke. Donc voilà, il y en a, voilà. Mais malheureusement, si personne ne reprend le flambeau, ce seront les derniers feux de la pensée française. Et donc effectivement, moi ce que j'essaie un peu de faire, c'est de reprendre le flambeau, d'essayer à mon humble niveau d'avoir une pensée.
en tout cas de me positionner sur des thèmes, des débats qui ne sont pas ceux qu'on aborde le plus. Donc là, j'accélère, je passe un peu, on va au moment où il commence à vraiment à parler des idées politiques. Disant autre chose que c'est pas bien. Voilà. Et le troisième essai qui est beaucoup plus intéressant, c'est la critique de Rodolphe Cartes. Et c'est pas tant pour la critique elle-même de Rodolphe Cartes que pour les leçons qu'en tire notre cher Raphaël Paillot. Alors pourquoi? Donc là, il va parler du Alors déjà premier dans le premier essai. essai, Raphaël Paillot fait s'affronter, relate l'affrontement de deux penseurs américains, Orr et X. Donc c'est plutôt histoire de... Alors pour vous donner un peu le contexte, Stephen X, c'est un Canadien, James Orr est un Anglais. Stephen X est un philosophe libéral, mais quand je dis libéral, c'est un libéralisme plutôt sérieux. C'est d'ailleurs pour ça que je m'y intéresse. Et James Orr est un philosophe plutôt conservateur. Alors, l'essai que j'ai écrit, vous pouvez aller le retrouver sur Substack, il est plutôt favorable à James Orr, parce que dans ce débat particulier organisé par un média alternatif américain, non, anglais, pardon, dans ce débat particulier entre les deux philosophes, j'ai trouvé que James Orr avait eu une meilleure argumentation et qu'il avait davantage réussi à imposer ses idées. Bon. Mais philosophiquement, je préfère de loin les écrits de Stephen X. Stephen X, que j'ai déjà cité notamment parce qu'il a écrit un excellent bouquin qui s'appelle Comprendre le postmodernisme, qui n'a pas été traduit en français, mais qui a été traduit en estonien, parce que vous comprenez bien qu'en France, nous sommes de plus en plus arriérés au niveau de notre production intellectuelle. Donc voilà, on ne traduit plus les bons bouquins de philosophie, parce qu'un bouquin de philosophie qui est un succès de librairie, c'est rare. Donc, le bouquin de Stephen X aurait dû être traduit en français, ce qui n'a pas été fait. Ce qui est pour moi une honte sur la France. Donc, ça permet d'appuyer un peu le point d'avant, qui est de dire qu'effectivement, oui, si personne ne reprend le flambeau dans le débat intellectuel, on ne continuera pas à avancer. Pour moi, c'est un vrai problème. On a un vrai problème avec la droite française aujourd'hui, c'est qu'elle est elle a une tendance anti-intellectuelle. D'ailleurs, Teddy, dans la miniature, a mis ça en avant en mettant Eugénie Bastier, Julien Rochdy, et en titre critique des intellectuels de droite. Parce qu'en fait, les intellectuels de droite, ce sont des gens qui finalement, ils ont des idées, mais par à-coups, et ils n'ont pas forcément de théorie explicative de ce qu'est la politique, de ce qu'est l'identité, de ce qu'est la société, peu importe. Ça va plus être des gens qui vont raisonner par à-coups et par intuition, et qui vont pas essayer d'être systématiques, comme on le ferait dans une pensée philosophique et scientifique. Et pour moi, c'est un vrai problème. Ceux qui me suivent sur Twitter ont peut-être vu que j'ai eu le malheur d'avoir un de mes tweets qui a percé le Twitter droitard francophone, avec plus de 10 000 vues, 11 000 la dernière fois que j'ai regardé, parce que j'ai critiqué Damien Rieu, voilà, en disant que c'était pas quelqu'un que, voilà, parfois, ce qu'il dit est vraiment d'une grande mièvrerie, d'une grande naïveté. Et ça a fait sortir du bois une bonne partie d'idiots de droite, et ça a aussi fait sortir du bois beaucoup de gens qui ont apprécié cette critique. Donc j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont défoncé, beaucoup de gens qui ont commencé à me suivre. Et moi, je trouve ça un peu regrettable. Je trouve ça un peu regrettable parce que, bon, déjà, que ce soit ce tweet-là qui perce alors que j'essaie de faire des trucs un peu plus sérieux, ça me saoule. Parce que avec ce tweet-là, j'ai pas fait avancer d'un pouce mes idées. Donc ça, c'est frustrant. Et aussi, moi, ce qui m'agace, c'est qu'avec cette droite, quand on lui dit qu'elle n'a pas le niveau intellectuel, qu'elle bosse pas assez et qu'elle n'est pas assez euh, exigeante au niveau de sa qualité argumentative, tout de suite, il y a des gens qui nous tombent dessus, qui nous disent on ne doit pas attaquer les gens à droite. Le problème, c'est que si on n'attaque pas les gens à droite, on va se retrouver avec Bégodeau qui, à lui seul, a lavé les latrines avec l'ensemble du camp droitard français, que ce soit du côté souverainiste ou du côté identitaire, parce qu'il a fait Rougeron et il a fait aussi Geoffrey Lejeune, du JDD. Euh, Laurent Berton qui se foire totalement contre Thomas Guénolé, qui est pourtant un cuistre, enfin un sophiste de premier ordre. Et Laurent Berton se vautre totalement parce qu'il arrive et qu'il n'est pas préparé. Donc pour moi, on a un vrai problème à droite au niveau de l'exigence intellectuelle.
Et donc moi, ce que j'ai essayé de faire effectivement dans cet essai, c'est d'aller chercher dans le débat anglophone, un débat philosophique de qualité, parce que malheureusement, nous en France, on en manque. C'est triste, c'est dur, patriotisme, cocorico, faisons mieux, OK d'accord, mais aujourd'hui on en manque, voilà, point barre. Et moi, je préfère aller chercher des références en langue étrangère pour me former, pour essayer d'élever le niveau, pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau au débat politique français, que de rester dans notre petite tambouille francophone, cocorico, on est les meilleurs. Euh, voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Donc là, je vais, laisser développer, je vais laisser Gary Lasky développer un long passage de raisonnement et ensuite je répondrai à son argument. Comme je l'ai dit, de faire valoir l'actualité de la philosophie politique. Bon, on va aller relativement vite parce que ça va pas. Enfin, si ça vous intéresse, lisez l'essai de Raphaël Payot. Je trouve que c'est transcrit avec pas mal de. Enfin, je connais pas bien le débat, mais je trouve que c'est pas mal retranscrit. On comprend bien les enjeux. Mais en gros, X, c'est un penseur de la liberté radicale. D'accord. C'est un penseur de la liberté politique forte. Tout ne doit exister que par rapport à la liberté politique. Et son adversaire Or, au désert, lui est plutôt un penseur du conservatisme. Et les deux penseurs ont chacun une forme d'aporie, d'accord. C'est-à-dire que, dans leur conception du monde, c'est-à-dire de contradictions internes. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot, une aporie, ça va être une impasse dans le raisonnement. Je veux dire. Donc, c'est-à-dire que X, il est pour la liberté inconditionnelle, qui considère être systématiquement meilleure que la tradition à tout craint, parce qu'elle est mieux capable de surmonter les défis que pose le présent. Bon, c'est contestable, mais surtout la valeur de X, c'est justement de pouvoir s'adapter à un monde anglo-saxon qui est un monde en fait où c'est de la politique économique, tout n'est que par rapport à l'économie et on ne peut pas sortir de ce cadre impérial qui est celui de l'adéquation entre le monde politique et le marché et que là-dedans l'exigence de liberté doit être totale. Le problème c'est que l'exigence de liberté finit par s'auto-dévorer, c'est dans l'autophagie, c'est-à-dire qu'elle finit par nier le réel lui-même. Alors, on est dans une liberté qui devient tellement radicale que en fait elle finit euh, par nier ce qui l'arrange pas, ce qui nourrit pas son propre discours. Et donc elle finit par devenir complètement illusoire, complètement fantasmatique. Et notamment avec le wokisme qui commence à niquer, qui commence à nier euh, le wokisme qui nie la réalité, de la construction psychologique des siècles qui nous ont précédés, et qui nie aussi la réalité des réalités biologiques élémentaires. Donc c'est le problème du constructionnisme. Et de l'autre côté, Or, le conservateur, lui, est pour une liberté politique faible, c'est-à-dire, il considère qu'il y a une responsabilité, quoi qu'il arrive, il y a une responsabilité du citoyen vis-à-vis de la société. Donc, il faut prolonger une tradition. Prolonger une tradition, ça veut dire aussi se donner des limites. Et donc, à partir de ce moment-là, en se donnant des limites morales, c'est aussi suivre la religion. Alors, là aussi, on rentre vite dans une contradiction. Si on s'en tient à... Alors, avant que de laisser Gary développer son raisonnement sur la contradiction de la position conservatrice de James Orr, j'aimerais quand même souligner quelque chose. Alors nous, sur la chaîne, forcément, on essaye d'être un peu intéressant, d'apporter quelque chose. Là, on est sur un podcast qui est beaucoup plus sérieux dans le ton, dans la forme. Et, et pour le coup, ce que j'apprécie, c'est l'efficacité de l'exposition intellectuelle. Euh, bon, effectivement, moi, ce que je dis dans mon article, c'est ce que Gary a résumé. Donc là, encore une fois, il a fait ses devoirs et il a vraiment potassé le sujet. Donc, je l'en remercie parce que ça permet de proposer une critique où il sait de quoi il parle quand il le critique.
Là-dessus, moi j'ai une position qui est assez radicale, qui est de dire: OK, heu, c'est bien le formalisme dans la pensée intellectuelle, mais il faut pas non plus être trop arc-bouté sur, on va dire, toutes ces, heu, cette sur une manière de faire très universitaire. Je pense que l'université, en tout cas, très clairement aujourd'hui, est un frein à la pensée et donc même si, d'un point de vue de l'exposition intellectuelle, je trouve que le travail est bien fait, heu, cette manière d'aborder la philosophie, là, tout de suite, elle me pose pas de problème, mais plus tard, elle va m'en poser. Donc là, heu, là, je vais le laisser développer. Ici, il va parler du sermon sur la montagne. Alors pour ceux qui ne savent pas, le sermon sur la montagne, c'est le passage où, Jésus dit à ses, disciples, il leur demande, d'être parfaits comme leur Père céleste. C'est dans ce passage-là que ce verset, se trouve. Par exemple, je vous en lis un extrait: «Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre», et cetera, et cetera. Ici, dans ce passage, le sermon sur la montagne, c'est vraiment, bah, comme Gary Lassier va le décrire de toute façon, un passage qu'on peut résumer en gros: la religion ne se réduit pas à un formalisme rituel et dogmatique. Et dans le christianisme, et notamment dans le sermon sur la montagne, il y a cette vraie exigence de liberté spirituelle et d'aller chercher, la vérité, heu, au-delà de la simple, inertie sociale. Donc je laisse développer la critique et je réagis là-dessus. La conférence sur le politique de Weber, Max Weber, un des fondateurs de la sociologie, un Allemand, fin du 19e siècle, début 20e. Max Weber dit, peu avant la Première Guerre mondiale, il fait ces deux conférences sur le savant et le politique. Et dans le politique, il dit, il y a quelque chose que vous devez prendre au sérieux, très au sérieux. Sérieux, c'est le sermon sur la montagne dans l'évangile. Le sermon sur la montagne, ce qui fait la base de la morale occidentale, c'est la capacité d'atteindre la révélation, d'atteindre la vérité, d'atteindre la sagesse ultime. Et cette liberté, elle est, en fait, cette liberté hors de la société, elle est contre la société. Quand Jésus dit vous ne porterez qu'un vêtement, il n'est pas en train de, il est pas en train de travailler pour le, il est pas en train de travailler pour le sentier, d'accord? Donc comprenez bien que tout en est en feuge, hein. Et ce qu'il dit est révolutionnaire pour est révolutionnaire pour la société. C'est-à-dire qu'il y a des marchés, il y a des industries, il y a des choses qui sont faites sur l'argent, sur la valeur, et lui dit la vérité c'est pas la valeur, c'est pas la valeur que vous créez, c'est la valeur intérieure. D'accord? Et en disant ça, en fait, toute la société de l'argent doit se calquer, toute la société matérielle, hein, doit se calquer sur l'exigence spirituelle absolue, qui est une exigence de liberté radicale. Et donc, lorsque Or, il est partisan d'une tradition, de la tradition chrétienne, il se tire aussi une balle dans le pied. Ce que ne souligne pas Raphaël Paillot, alors qu'il le souligne pour X. Alors, pourquoi je le souligne pas? Pour une raison très simple, c'est que moi, je me suis basé sur, un ensemble restreint, d'échanges. Le débat entre les 2 philosophes, c'est, 3 articles, heu, chacun a écrit 3 articles en se répondant l'un l'autre, plus, un débat, en face à face d'une durée d'1 heure. Donc, moi, je me base sur les arguments qu'ils ont proposés, dans ces 3 heures. Et pourquoi je le souligne sur, X et pas sur Or? Bah, tout simplement parce que quand Stephen X, en parle, James Orr l'attaque. Quand James Orr défend son argument, Stephen X ne l'attaque pas sur ce point-là. Donc voilà. Par contre, si je sors un peu de cette considération, comment j'ai écrit mon article, là, l'argument, je le trouve tout à fait correct.
Je le trouve tout à fait correct, effectivement. Heu, c'est un point heu, que j'évoque de manière détournée dans l'essai. C'est que, Stephen Hicks a un bon argument dans sa critique de la tradition. Parce que la tradition, quand on juge une production culturelle, on les critères pour la juger, eux-mêmes viennent de la tradition. Par exemple, nous, en France, nous ne pratiquons pas l'excision. Eh bien, dans les cultures qui pratiquent l'excision, quand ils vont juger la pratique, ils vont la juger par rapport à leur culture à eux, dans leur tradition à eux, qui leur dit que l'excision, c'est bien pour telle et telle et telle raison. Et donc forcément, la pratique aura un jugement positif. Mais de notre point de vue à nous, la pratique est condamnable. Donc, et ça, c'est un point que Stephen Hicks fait dans l'article, dans le débat plutôt, et que je souligne dans l'essai, c'est comment on fait quand il y a une erreur qui s'est insinuée dans la tradition. Comment on fait pour se débarrasser de l'erreur? Comment on fait pour corriger l'erreur si on prend pour unique référence la tradition elle-même? Heu et ça, là-dessus, James Orr n'y répond pas. Ce problème, c'est le même que Gary Laski présente à propos du sermon sur la montagne. La tradition religieuse, quand, comme dans l'Évangile, elle est sclérosée par une ritualisation et un formalisme excessif, par un dogmatisme excessif, comment on fait pour, aller, vraiment, pour, heu, pour renouveler la tradition, pour la ressusciter, pour lui redonner un nouvel élan, pour lui redonner un nouveau souffle, sachant que pour le faire, ça suppose de sortir de la tradition. Ça suppose de dire: «Bon, bah, la tradition, ici, elle a été corrompue parce que je me réfère à un autre principe qui est supérieur à celui de la tradition». Ça, c'est un point effectivement sur lequel James Orr attaque Stephen Hicks, parce que la position de Stephen Hicks est de dire: c'est la raison, la capacité rationnelle à, à créer des systèmes avec des axiomes, des propositions où en gros, vous connaissez l'exemple, typique de philosophie, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Vous avez une première proposition, une deuxième proposition, vous combinez les 2, vous en trouvez une conclusion. Bon bah voilà. Heu, quand Stephen Hicks dit que c'est la raison qui nous permet de nous positionner sur la valeur d'une tradition et de juger de sa validité, James Orr l'attaque là-dessus, en remarquant effectivement que la raison a des limites, que beaucoup de problèmes dans nos sociétés sont davantage résolus par la coutume, par l'habitude, par, oui, c'est ça, par la coutume et par l'habitude, plutôt que par des raisonnements formels, rationnels, justifiés. À l'inverse, quand James Orr défend une conception religieuse de la société, Stephen Hicks ne l'attaque pas, donc je ne l'ai pas rapporté dans l'essai. Ici, Gary Laski le fait et a raison, parce qu'en en fait, le problème ici, c'est puisque les principes qui nous servent à critiquer la tradition trouvent leur origine à l'extérieur de la tradition, comment on fait pour se mettre d'accord? Comment on fait pour faire la différence entre quelqu'un qui critique la tradition pour de bonnes raisons et quelqu'un qui le fait pour de mauvaises raisons, entre celui qui veut restaurer la tradition et celui qui veut la subvertir, ça devient un vrai enjeu. Et effectivement, les conservateurs en politique sont souvent assez timorés face à cette objection, puisqu'ils ont, en gros, si je caricature l'approche des conservateurs, les conservateurs vont nous dire: «Bon, j'ai une opinion, tu as une opinion, il a une opinion, nous ne sommes pas d'accord. Il faut résoudre ce problème. Il faut résoudre ce problème, il faut dire ce qui est vrai». Le conservateur, il va résoudre en disant: «Eh ben, ce que moi je crois, c'est la vérité et j'en fais un dogme». Bah, non, en fait, heu, c'est une fausse solution au problème. Puisque justement, ça consiste à dire aux autres: toi ferme ta gueule, c'est moi qui parle». Ça, c'est une mauvaise solution et souvent les conservateurs sont timorés dans un dogmatisme absolument féroce,
qui est de dire: «Bah, non, mais en fait, c'est comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, parce qu'on a toujours pensé comme ça». Sauf que, l'histoire de la connaissance humaine, ça a été, une remise en cause de certaines idées. L'exemple qu'on prend toujours, c'est, on croyait que, le soleil tournait autour de la Terre et en fait, c'est la Terre qui tourne autour du soleil et donc, quand on change, le paradigme, qu'on met le soleil au centre de la galaxie, d'un coup, on peut tracer des orbites qui sont régulières et on peut comprendre le mouvement des planètes correctement, et cetera. Bon, ça, c'est un peu l'exemple typique qu'on va donner. Et là-dessus, c'est vrai que les conservateurs ont une vraie réticence à accepter la pertinence de cet argument. Et d'ailleurs, c'est un point, alors je ne sais plus si on en avait parlé avec Boris en direct, mais c'est un point que j'ai abordé avec Boris. La religion catholique a eu un grand échec intellectuel, c'est son rejet de la théorie de l'évolution. Son incapacité à faire ce que Thomas d'Aquin avait fait à l'époque, en proposant une grande synthèse entre la théologie chrétienne et la philosophie aristotélicienne, donc la philosophie d'Aristote. Euh, et ça, les catholiques, les chrétiens en général, ont échoué à le faire au XIXe siècle. Boris précise, on en a parlé car nous sommes des génies. Effectivement, l'humilité est un trait caractéristique de ISTV. Et voilà, donc effectivement, je souscris tout à fait à la critique de Gary Lasky là-dessus. Dans l'autre sens, l'argument des conservateurs est tout à fait correct. Quand un conservateur dit à un libéral, OK, vous voulez réinventer le monde avec vos grandes théories, alors que les gens au quotidien, tous les jours, par leur tradition, par les coutumes qui se transmettent de génération en génération, ont déjà résolu les problèmes que vous essayez de résoudre. Exemple typique, ça va être le mariage. Aujourd'hui, on a cassé la monogamie et on se retrouve dans une société où de plus en plus, on a de jeunes hommes qui sont célibataires parce que les jeunes femmes n'ont plus de pression sociale à se marier jeunes. Ces mêmes jeunes femmes, elles vont être complaisantes vis-à-vis de leur tendance naturelle à chercher des hommes qui ont plus d'expérience qu'elles, qui sont un peu plus âgés, qui sont plus matures, qui ont plus de succès, qui ont plus de richesse. Et donc, elles vont tendance à aller chercher des hommes plus vieux, plus âgés. Ces hommes-là qui sont pas forcément... euh, qui sont des hommes qui ont plus d'options, donc qui peuvent se permettre un peu de jouer avec les émotions des femmes, etc. Et en fait, tout ça, ce sont des problèmes concrets que la tradition, le mariage, avait résolus. Bon, ok, d'accord, quand l'institution du mariage est apparue, la psychologie de l'évolution, la psychologie évolutionnaire, c'était pas une discipline qui existait. Donc, le raisonnement rationnel qu'on pourrait faire aujourd'hui n'existait pas à l'époque. Mais la tradition a déjà résolu ce problème. Et ça, cet argument que je vous présente, c'est celui que Eric Newman, qui est un élève de Carl Jung, euh, c'est l'argument que Eric Newman défend dans un bouquin, alors je ne me souviens plus le titre, mais c'est quelque chose du genre l'ancienne éthique et la nouvelle éthique, quelque chose de ce genre-là, le titre du bouquin, et il parle justement du fait que, voilà, à chaque génération, euh, à chaque génération, il y a des problèmes collectifs qui se présentent à nous. Beaucoup de gens qui ne voient pas l'existence des problèmes, et puis d'autres qui la voient, qui sont un peu des pionniers, qui sont équivalents à des prophètes, nous dit Eric Newman, euh, et qui proposent des solutions. Et effectivement, c'est pas difficile d'imaginer historiquement que le premier Barjot qui est arrivé, qui a proclamé la monogamie dans des sociétés où les hommes s'entretuaient parce que c'était le seul moyen de monter dans la société et d'avoir un accès aux femmes. Le premier Barjot qui a proposé ça, effectivement, je comprends que on puisse y voir une analogie avec un prophète. Donc là-dessus, je vous fais un peu un résumé de l'argumentation et de la position de part et d'autre, l'écueil des libéraux et l'écueil des conservateurs de chaque côté. Après, moi, dans mon essai, forcément, je me suis basé sur le débat tel que les deux débatteurs l'ont fait, donc les arguments qu'ils ont eux-mêmes proposés. Là, je réponds à un argument
en plus de Gary Lasky, qui est tout à fait pertinent. Et du coup, voilà, ce soir, je tiens à mettre en avant son podcast parce que c'est extrêmement intéressant. Euh, il en a fait plusieurs autres. N'hésitez pas à aller les voir d'ici la semaine prochaine quand il passera sur la chaîne et qu'on aura l'occasion de discuter ensemble. Parce que voilà, il y a quand même des idées nouvelles et dans un mouvement souverainiste complètement sclérosé, c'est un vrai plaisir d'avoir de la nouveauté intellectuelle. Bon, mais ça permet quand même à Raphaël Paillot de nous placer une petite phrase de Jean-Paul II et de nous dire que en fait, pour travailler, pour travailler sur la liberté et sur les enjeux de politique contemporaine. Hop, je vais passer un peu tout ça pour gagner un peu de temps, mais effectivement, oui, j'ai cité la phrase de Jean-Paul II que je n'ai pas développée. Pour question de temps, c'est pas un bouquin que j'ai écrit, c'est un essai sur Internet, donc j'essaye quand même de réduire la durée. Mais bon, c'est quand même c'est quand même de la bonne qualité. Ensuite, on a un deuxième essai, je, je pense, bon, et tranche un peu avec le premier. Je l'ai pas trouvé, voilà, je suis honnête, hein, j'ai pas trouvé que c'était du tout voilà, j'ai pas trouvé que c'était une réussite. Alors, je vais dire brièvement ma critique de Raphaël Paillot sur le deuxième essai. Donc, il veut prouver la supériorité de Maurras sur Marx. Maurras, penseur de la famille. Maurras, surtout, penseur de la spontanéité politique et du non. Et ce qui intéresse ici Paillot, comme moi, ce qui m'intéresse, du non-contractualisme. Alors, et de l'autre côté. Alors, le contractualisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'idée qui, en général, on l'a fait commencer dans la philosophie moderne avec Thomas Hobbes, et la manière que Hobbes a de la présenter, c'est de dire, bon, bah, il y a un état de nature dans lequel les hommes sont en guerre les uns contre les autres, c'est la barbarie, c'est la violence, c'est la cruauté, et par la peur de la mort, ils se mettent d'accord rationnellement pour vivre en société selon des règles, etc., afin de se protéger de ce risque de la mort violente. Et l'idée de contrat social, en gros c'est ça, c'est il y a un état de nature, et à partir de cet état de nature, il y a une forme de contrat, qui est un accord réciproque, de vivre selon certaines règles. Et l'idée de la spontanéité en politique, ce serait différent. Ce serait plutôt de dire non, non, la société n'est pas quelque chose de contractuel, c'est quelque chose qui apparaît spontanément par les comportements naturels des gens. Et effectivement, là-dessus, Maurras est davantage spontanéiste, je ne sais pas si c'est la bonne manière de le dire, là où Marx l'est beaucoup moins. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé chez Charles Maurras. C'est ça qui m'a intéressé dans sa pensée politique. Et c'est pour ça qu'avec Boris, nous avons déjà dit sur la chaîne que, selon nous, Charles Maurras est le dernier philosophe politique de droite en France. Comme dit Maximateur, Charles Maurras ne contracte pas. Voilà, Charles Maurras ne contracte pas. Je vous mets la suite. Donc, il le pense comme une pensée du réel, du comment dire, de l'interprétation, en fait, de la révélation du politique, c'est-à-dire de penser le politique dans ce qu'il a de plus sacré, de plus fondamentalement sacré. D'ailleurs, qu'il relie à une certaine forme de catholicisme. Par opposition à une espèce de mécanisme, fait d'être mécanisme. C'est pas, ça veut pas dire qu'il fabrique des rouages, Marx. Hein. Je parle pas du mécanisme de Marx, c'est-à-dire que Raphaël Paillot estime que Marx résume le réel à en fait une construction mécanique qui est illusoire, un peu comme des décors de théâtre, et que Marx est utopiste. Là-dessus, Raphaël Paillot a tort sur les deux points. D'abord parce que en fait Marx est le seul penseur qui est réellement économiste au 19e siècle, c'est-à-dire qu'il pense réellement la misère ouvrière.
On va pas en faire des plombes là-dessus, mais la misère ouvrière et l'extension du travail ouvrier à des parties de plus en plus importantes de la population entre 1830 et 1930 représente et un risque pour l'État et un risque pour la civilisation elle-même. Et ça représente aussi une souffrance considérable qui n'avait pas été atteinte en Occident depuis l'abolition de l'esclavage quasiment et depuis les grandes périodes guerrières, les périodes de chaos guerrier du Haut Moyen-Âge. Donc c'est une époque d'immense souffrance en Occident que le 19e siècle, à part certains égards, même si une partie conséquente de la population vit même de mieux en mieux. Et on voit à la fin du Second Empire de Napoléon III en France, la population est quand même beaucoup plus riche qu'elle ne l'était avant. Mais c'est aussi parce qu'il y a une politique réellement populaire de Napoléon III, malgré son autoritarisme. Néanmoins, la croissance d'une partie de la population qui est très pauvre et qui produit la richesse pose un problème politique et c'est Marx qui pense ce problème politique et Marx est le plus important penseur de ce problème politique. C'est la raison pour laquelle... Alors, là, si j'avais été professeur de lycée, j'aurais écrit sur la copie excellente argumentation, malheureusement, c'est hors sujet. Parce que c'est hors sujet. Précisément, le propos de mon essai sur Marx Maurras a été de dire, dès le début, qu'au premier abord, on peut avoir l'impression que Marx est on va dire un philosophe économique, qui fait de la philosophie économique. Et ce qu'a décrit Gary Lasky, c'est tout à fait correct que le 19e siècle dans lequel Marx a écrit a été une période d'industrialisation féroce, dans laquelle la souffrance des travailleurs a été une réalité qu'une classe possédante, prédatrice, niait, ne voulait pas voir. Effectivement, Marx, c'est celui qui a regardé ce problème dans les yeux. C'est pour ça que, pour moi, Marx, c'est pas quelqu'un qu'on peut rejeter d'un revers de main, même si j'en fais une critique très dure de Marx. On peut pas le rejeter d'un revers de main parce que, comme le décrit Gary, il a fait une vraie analyse, un vrai constat du problème de l'organisation libérale de l'économie du 19e siècle, qui est de considérer finalement la phrase, je crois que c'est remplacer les liens naturels entre les gens par les calculs, par les eaux glacées du calcul rationnel ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus de la phrase exacte de Marx, mais en gros, il y a cette idée-là. Au lieu de considérer que les gens, les travailleurs, sont des êtres de chair, des hommes, des femmes, des parents, qui ont une vie, qui ont des envies, qui ont une famille, voilà. Au lieu de considérer ça, on considère que ce sont juste des unités de production, une unité à partir desquelles on essaye de produire le maximum de valeur. Et tout ça, en fait, c'est le raisonnement que j'ai cité dans l'essai au début des manuscrits de 1844. Donc, comme le titre l'indique, ce sont des manuscrits que Marx a écrits en 1844, mais qui ont été publiés ultérieurement. Je crois que c'est dans les années 30 qu'ils ont été publiés, année 1930, à vérifier. Et au début de ces manuscrits, effectivement, Marx décrit l'organisation de la société comme une sorte de combat inexorable entre, d'un côté, des patrons pour qui l'intérêt c'est vraiment de casser les salaires, de tirer les salaires vers le bas, de donner le minimum de salaire pour que l'ouvrier, le travailleur puisse renouveler sa force de travail, c'est l'expression, et que le possédant, le propriétaire puisse faire le maximum de bénéfices, et des ouvriers qui, eux, bien, ils n'ont que leur force de travail à vendre, ils sont en position de faiblesse, ils sont en position d'impuissance. Effectivement, ce propos-là est économique. Mais moi, ce que je dis, mon argumentation, c'est que justement, derrière cette façade économique, ce qui est central dans la pensée marxiste n'est pas une critique de l'économie politique,
c'est une critique de la réalité elle-même. C'est que Marx, c'est ce qui frustre Marx, ce qu'il veut changer, c'est la réalité elle-même. C'est le fait, comme il le dit dans le manifeste du Parti communiste, la domination de la classe prolétaire, la domination du prolétariat, abolira la domination elle-même. Donc lui, ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait plus de domination dans la société. Ce qu'il veut, autre citation qu'il donne, que le matin on puisse être, alors je cite de mémoire, c'est pas correct, mais le matin il veut qu'on puisse être écrivain si on en a envie, l'après-midi on va pêcher, euh, le soir on fait de la menuiserie, voilà. Ce qu'il veut, c'est ça. Et cette dimension de la pensée marxiste, cette dimension qui est une sorte d'arasement des différences naturelles, d'égalisation de toute chose, de mettre fin à la domination, alors même que le fait de vouloir dominer les autres est une constante naturelle, pas seulement des comportements humains, mais de tous les comportements vivants. Là-dessus, c'est là que se situe le projet utopique de Marx. Et mon argumentation dans cet essai, c'est de dire la dimension utopique de Marx, elle vient avant sa dimension économique. Ça, c'est tout ce que j'explique dans la première partie de cet essai. Et à partir de là, je propose une structure, une argumentation en 3 points. Le premier, je décris la manière dont Marx et Maurras décrivent l'organisation de la société. Chez Marx, c'est l'idée d'une société qui auto-crée, qui se crée elle-même, disons-le comme ça, une société qui se crée elle-même. Et ça, c'est le passage dans le 3e manuscrit des manuscrits de 1844, où vous connaissez ce problème philosophique de d'où je viens, je suis né de mes parents, ok, mes parents, d'où ils viennent, ils sont nés de leurs parents à eux, ok, leurs parents à eux, d'où ils viennent, ben, ils viennent de leurs parents à eux, et on peut comme ça remonter à l'infini. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'il y avait au début? Marx a totalement conscience de ce dilemme philosophique, et dans le 3e manuscrit, il en parle. Sauf que lui, plutôt que de répondre, bah, il y a eu un début, il y a eu une création divine, peu importe, à un moment ça a commencé, puis ensuite ça a continué. Plutôt que de dire ça, plutôt que de défendre l'idée d'une création, Marx défend l'idée d'une auto-création. Le monde s'est créé de lui-même. Et il répond à cette objection, il faut bien qu'il y ait un début quelque part, il répond que la question est une abstraction, qu'il faut arrêter de se poser ce genre de questions-là, que ce sont des mauvaises questions, et en fait, il refuse de répondre à l'objection. Et là-dessus, bah, c'est ce que j'écris dans l'article, dans l'essai de toute façon. Et moi, je suis d'accord avec le philosophe allemand Éric Vogelin quand il dit que Marx est un gnostique, et qu'il se réfère précisément à ce passage-là des manuscrits pour dire que Marx est un gnostique. D'ailleurs, je crois que j'ai traduit la citation de Vogelin dans l'essai. Donc vous pouvez aller la lire si ça vous intéresse. Donc ça, pour moi, là-dessus, la critique, elle est pertinente parce qu'effectivement, c'est une partie du travail de Marx, mais elle est hors sujet par rapport à ce que moi j'ai dit, puisque c'est pas cet aspect-là de la pensée de Marx que je remets en cause. Moi, ce que je remets en cause, c'est l'aspect qu'on peut recréer le monde autant qu'on veut. Non, il y a des limites. Il y a des limites. À un moment, la réalité a des limites. Le comportement humain a des limites, et on ne peut pas créer de société dans laquelle il n'y a pas de différence de classe, où il n'y a pas de différence de sexe, où il n'y a pas de différence, je sais pas, de prestige, où il n'y a pas de différence nationale. On ne peut pas créer de société en abolissant les différences, en arasant les différences. Ça, c'est impossible. Et moi, ce que je reproche à Marx, c'est justement ça. Bon, ça, c'est un argument que je ne développe pas dans l'essai, parce que ce serait une toute autre, ce serait un tout autre écrit, mais moi, effectivement, je fais partie de ces gens qui pensent que Marx, c'est un ésotériste, que Marx s'inscrit dans une tradition ésotérique occidentale, dont la résurgence au XVe siècle, c'est
la grande figure de cette résurgence au XVe siècle, c'est Pic de la Mirandole. Hegel lui-même, qui était un hermétiste et qui a repris des idées ésotériques, comme le développe le philosophe Alexander Glyn Magee dans le bouquin qui s'appelle vous retrouvez de toute façon, vous mettez Magee, M-A-G-E-E, Alexander et Hegel, vous trouverez le bouquin. Et voilà. Et Marx, lui, il reprend ça. Alors après, effectivement, l'originalité de Marx, et ce qui le rend aussi difficile à critiquer, c'est qu'il y a un peu les deux. Il y a le côté mystique, ésotérique, magique de la philosophie de Marx, et puis il y a la partie scientifique de sa pensée. Et moi, pendant des années, j'ai été extrêmement confus vis-à-vis de ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand je parlais un peu de comment se former quand on est autodidacte, parfois, il faut accepter pendant des années d'avoir un problème, ne pas réussir à le résoudre, mais bon voilà, on se dira, bon, bah, plus tard je trouverai. Il faut pas se bloquer, il faut pas s'arrêter, il faut continuer à travailler, c'est ce que j'ai fait. Puis bah, je suis tombé finalement sur les travaux de quelqu'un que Gary Lasky n'apprécie pas beaucoup et qu'il va critiquer plus loin dans son podcast, qui est James Lindsay. James Lindsay, c'est qui? C'est un mathématicien américain, mathématicien de formation, qui a participé, je crois que c'est en 2018, au canular qu'on appelle les Grievance Studies Paper. C'était en gros de faux articles woke publiés dans des revues scientifiques woke, dans des revues scientifiques de gauche. Et ils ont réussi à en publier 7, il y en a encore qui étaient en cours de... Il y en a qui étaient en cours de publication quand ils se sont fait, quand ils ont été découverts et que du coup, bah, ils n'ont pas pu continuer leur canular. Leurs articles ont été encensés par la critique. L'un d'eux a même reçu un prix d'excellence. Donc là, on parle d'un canular vraiment spectaculaire de 3 universitaires, donc James Lindsay, Peter Boghossian et Helen Pluckrose, qui ont réussi à se faire passer pour des sommités du monde académique de gauche et faire publier leurs articles dans des revues prestigieuses. D'ailleurs, le fait que cette affaire-là ait eu aussi peu de répercussions, le fait que cette affaire-là ait eu aussi peu de répercussions dans l'opinion, aussi peu de conséquences dans le monde académique, montre selon moi à quel point vraiment les médias sont contrôlés par la gauche. Parce qu'un canular de cette ampleur, qu'il n'y ait aucune conséquence derrière, c'est catastrophique. Parce que là, c'est une preuve flagrante de la médiocrité et surtout de la corruption du monde académique de gauche. Bon. Gary Lasky, lui, il n'aime pas James Lindsay. Moi, c'est James Lindsay qui m'a mis sur la piste de Marx et un ésotériste. Après plusieurs années où je me posais des questions, mais j'arrivais pas un peu à cerner la chose. Donc ensuite, j'ai étudié par moi-même. Je suis allé lire moi-même des bouquins d'ésotérologie. Donc des bouquins d'ésotérologie. En français, vous avez évidemment Antoine Fèvre, qui est une référence internationale. Moi, le premier auteur que j'ai lu, c'est Pierre Riffard. Pierre Riffard qui a écrit un pavé, enfin qui a écrit 2 pavés sur l'ésotérisme occidental et l'ésotérisme oriental. Donc il en a écrit 2 qui sont massifs. Ensuite, en anglais, vous avez des auteurs comme Wouter Hanegraaff, qui est néerlandais. Un américain que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Arthur Versluy, qui de manière intéressante, Arthur Versluy, donc qui est un ésotérologue, considère que James Lindsay tombe lui aussi dans certains travers ésotériques, ce qui est plutôt correct. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler demain avec Boris, puisque demain, on va faire un live où on va critiquer, on va commenter en tout cas le débat, toute la polémique qu'il y a en ce moment dans le Twitter anglophone sur la question du libéralisme. Et ça va nous faire toucher à ces questions-là, donc on en reparle demain. Et donc voilà, moi c'est ça mon argument. Mon argument, c'est qu'il faut hiérarchiser la pensée de Marx. La partie mystique, magique de la pensée de Marx est hiérarchiquement supérieure à sa pensée économique. Quand il fait une critique économique, même si la critique économique de Marx est correcte, lui,
son objectif intellectuel, c'est de décrire le monde tel qu'il est, pour ensuite pouvoir le changer. C'est cette citation célèbre dans les thèses sur Feuerbach, où Marx dit: les philosophes ont pensé le monde, maintenant il est temps de le transformer. Quand Marx décrit l'économie telle qu'elle est, ce n'est pas dans une manière scientifique de dire bon bah voilà, le monde existe, il a été créé, c'est comme ça. On le décrit, et à partir de cette description, on essaye de s'adapter du mieux qu'on peut pour voilà, pour vivre en société. C'est pas ça l'approche de Marx. L'approche de Marx, c'est on analyse scientifiquement qu'il y a des conflits de classe et nous allons mettre en place un système politique qui va mettre fin aux conflits de classe de manière définitive. Eh bien, je suis désolé, mais ça, c'est une utopie. C'est une utopie dans le sens initial de Thomas More. 17e siècle, si ma mémoire est bonne, Thomas More, à vérifier. Voilà, je suis désolé. Donc voilà, l'argument est correct, mais il est hors sujet. Maintenant, une fois que j'ai expliqué que, selon moi, pourquoi l'argument est hors sujet, effectivement, Maurras a peut-être une certaine naïveté dans ses écrits. Je ne sais plus si je l'ai dit dans l'essai, mais Maurras a une certaine naïveté à propos des conflits sociaux, des conflits économiques, puisque l'exemple qu'il prend dans mes idées politiques, qui est le bouquin synthétique de la pensée philosophique de Charles Maurras, l'exemple qu'il prend, c'est, je crois, l'industrie du fer, et que l'ouvrier du fer a un intérêt économique divergent par rapport au patron de l'usine, mais l'ouvrier plus le patron ont un intérêt commun par rapport, par exemple, à l'industrie du fer anglaise. Et donc, sur cette base-là, il faudrait en tout cas qu'il y ait un peu une unité nationale. Et effectivement, bon, sur le principe, je suis d'accord, mais dans les faits, et très clairement à l'époque de Marx, et encore aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, on le voit bien, nous avons des élites économiques, des élites bourgeoises, qui n'ont rien à faire de l'attachement national, de l'enracinement, de, voilà, de l'attachement charnel à la nation. Et ça, c'est un vrai problème, parce que c'est pour ça qu'ils se permettent de délocaliser à tout va et de détruire des tissus économiques locaux, de laisser des familles sans travail, parce que le père qui était ouvrier, d'un coup, n'a plus de travail, et il avait des enfants, et comment il fait, et donc il faut déménager, il faut changer les enfants d'école. Donc on détruit des communautés, on détruit des vies sociales locales pour délocaliser, pour augmenter le taux de marge, pour augmenter le profit, en se disant ah ben en Roumanie les usines sont moins chères, donc on va aller en Roumanie pour faire je ne sais quoi. Là-dessus, Maurras, c'est vrai, est un peu naïf, même beaucoup naïf. Il est beaucoup naïf, là où Marx, dans la critique économique, est beaucoup plus pertinent, puisque effectivement Marx, il a vraiment cerné, et je pense que c'est la force du marxisme. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on peut, même un siècle et demi après, il est difficile de dépasser Marx, parce que la mentalité bourgeoise, cette mentalité du calcul rationnel, de l'optimisation financière, cette idée abstraite du travailleur comme une unité interchangeable. D'ailleurs, la logique derrière l'immigration, c'est ça. Pour baisser les salaires, on fait venir des Africains en masse dans les pays européens et américains pour avoir de la main-d'œuvre pas chère. Alors, dans les pays américains, on ferait plus venir des Mexicains, mais vous avez compris l'idée. On fait venir des gens de cultures différentes en se disant bon, bah, de toute façon, ils sont interchangeables. C'est juste un travailleur. Là-dessus, la critique de Marx est beaucoup plus pertinente. Mais encore une fois, si j'accepte cet argument de Gary Lasky, il est hors sujet, parce que c'est pas de ça dont je parle. Donc, moi, je parle de trois choses. L'origine de la société, je viens de vous le décrire, pour Marx, l'origine de la société, c'est la société qui se crée elle-même, alors que pour Maurras, elle est créée, elle nous est donnée, la société, elle existe comme ça, voilà. Elle est en face de nous, elle nous est donnée spontanément, et il faut s'y adapter. Et Maurras, il se base sur la description des relations familiales.
des relations familiales et de la dépendance du nouveau-né par rapport à ses parents. Et il prend cette dépendance initiale, cette vulnérabilité à la naissance, comme le modèle de l'interdépendance de la société et ce qui rend la société naturelle. Heu, Là-dessus, sur ce point-là, voilà, je pense que mon argument, il est plutôt correct. Ensuite, à partir de cette divergence entre 2 idées de comment la société, naît, apparaît, je j'observe quels sont les principes politiques que Marx en déduit et que Charles Maurras en déduit, et notamment ce que je dis dans le cas de Marx, c'est que Marx en tire des principes politiques extrêmement violents, révolutionnaires, en disant que c'est uniquement par la révolution violente qu'on va pouvoir faire ensuite l'utopie qu'il annonce, d'abolir les classes et tout le tralala. Là où Maurras, lui, effectivement, est beaucoup plus classique, dans le sens où il essaye un peu de concilier des intérêts divergents, des conflits, et de trouver une sorte d'entente entre les groupes humains, malgré des divergences d'intérêts et des conflits qui les opposent. Et ensuite, le troisième point que je développe, c'est l'application politique de ces principes. Et, euh, et là-dessus, bah, effectivement, Marx, dans l'article, là, je présente les choses ainsi, Marx défend l'idée de la praxis, là où Charles Maurras défend l'idée de l'empirisme organisateur. Ça, je ne vais pas le commenter tout de suite, je vais plutôt remettre le podcast, et quand Gary en parlera, je commenterai à ce moment-là. Il est encore lu, et même en termes de philosophie de l'histoire, Marx enfin, jusqu'ici, n'a pas réellement été dépassé. Donc ça, il faudrait. Moi, j'ai une petite. Personnellement, j'ai construit une pensée qui dépasse Marx, ou du moins qui tente de le faire. Néanmoins, puisque je ne suis pas distribué autant que l'est le manifeste du parti communiste, je dois bien m'en tenir au fait que Marx reste le plus grand penseur de philosophie de l'histoire contemporaine. Par certains aspects, il me semble que Marx ne fait que séculariser Saint-Augustin, et en ce sens-là, Marx n'est pas utopiste. L'utopisme, donc, qui a été créé à partir de Thomas More, le livre L'Utopie, c'est penser à une société à part de la société actuelle, donc à part de l'histoire. À part de l'histoire de nous, gros débiles que nous sommes. Qui ne pouvons pas cesser de vouloir plus, de jouir plus, et de nous tuer plus. Ça, c'est le but de l'utopie, c'est de penser une société à part de la société, une société idéale, mais une société matérielle. C'est de dire, on peut se passer du christianisme. On peut se passer de sa pensée du paradis, on peut se passer de sa pensée de la fin des temps. À l'opposé, Marx, comme les penseurs chrétiens, comme saint Augustin, est un penseur de l'eschatologie, de la fin des temps. Il est un penseur de la transformation du monde et même de la transfiguration de l'humanité. Donc là-dessus, j'ai du mal à comprendre en quoi Marx est utopiste, surtout qu'il s'est battu toute sa vie contre les penseurs utopistes. Là-dessus, voilà, là-dessus, je trouve que je trouve que l'interprétation de Marx par Payot manque son but. Alors, bon, j'ai expliqué en quoi je trouvais que c'était hors sujet. Euh, je reviens un peu en arrière pour réentendre plus précisément ce qu'il a dit. Mais par, de Marx par Payot manque son but. Là-dessus, j'ai du mal à comprendre en quoi Marx est utopiste, surtout qu'il s'est battu toute sa vie contre les penseurs utopistes. oui, voilà, ok, c'est ça le point sur lequel je voulais réagir. La question de l'utopie. Alors, effectivement,
Alors la question de l'utopie, hop, la question de l'utopie, effectivement, c'est quelque chose sur lequel Marx s'est positionné avec l'idée que lui, il proposerait un socialisme scientifique, tandis que les autres faisaient un socialisme utopique. Alors ça, c'est vrai, quand Marx s'oppose à des gens comme Babeuf, par exemple, là, effectivement, il défend un socialisme qui est beaucoup plus scientifique que celui de Babeuf. OK, d'accord. Mais n'oublions pas, la grande fraude du, entre guillemets, «socialisme scientifique», c'est que selon Marx, Proudhon est un socialiste utopique. Proudhon, que vous pouvez aller lire, que vous pouvez, si vous n'avez pas envie de le lire, vous pouvez retrouver un podcast d'égalité et réconciliation avec Pierre Debrague, qui est très intéressant sur Proudhon, où ils en parlent justement de cette dimension utopique de Marx, là où Proudhon l'est moins. Et pour donner un exemple concret, pendant que Marx et Engels écrivaient sur la collectivisation des femmes et des enfants, ce qui est évidemment une aberration totale, jamais personne ne va accepter de partager sa femme. Et quand ça se fait, quand ça existe, c'est avec beaucoup de friction et de tension et, et d'émotions, de jalousie et de choses comme ça. Euh, il y a je crois qu'il est anglais, un gars qui s'appelle Machen McMurphy, qui est, je ne sais pas s'il est anthropologue ou psychologue de l'évolution, peu importe, qui avait fait une émission de son podcast qui s'appelle Species, le podcast, et il avait parlé justement il avait fait venir une femme qui, elle, est anthropologue, et qui avait fait une étude de terrain dans une société où l'adultère, en fait, était quelque chose de normalisé. Et elle racontait justement comment, malgré la norme sociale qui normalise la chose, bah, il y a quand même de la jalousie, et donc il y a quand même des arrangements pour rendre la chose plus acceptable. Les amants essayent quand même de se cacher pour pas que leur mari ou leur femme soit jaloux, etc. Donc, il y a des réalités naturelles qui sont peut-être totalement effacées dans la pensée de Marx et d'Engels, puisque eux, euh, ils veulent tout égaliser. Ils veulent tout égaliser. Et souvent, l'argument que je trouve assez malhonnête à gauche, c'est de dire oui, mais non, mais Marx et Engels ne veulent pas faire ça. Regardez, ils ont écrit dans la Sainte Famille ou je ne sais quoi, ils ont écrit que, voilà. Non, quand ils font une description scientifique de la réalité, dans leur but à eux, c'est de transformer la réalité. Leur but politique, ensuite, c'est de transformer la réalité. Donc, même si la description peut être correcte par moment, l'application politique, elle est tout le temps fautive parce que la prémisse est utopique. Et ça, c'est vraiment la base de ma critique sur Marx. Donc, bon, voilà. Et donc Proudhon est considéré comme un socialiste utopique, alors que Proudhon, c'est quelqu'un qui dit, bah non, bon, bah non, le couple, le mariage, c'est la base de la société, etc. D'ailleurs, c'est pas un hasard si, historiquement, les royalistes et les socialistes français ont dialogué ensemble avant la Première Guerre mondiale, avec ce qu'on appelait le cercle Proudhon, justement, du nom de Proudhon. Le cercle Proudhon, parce que, en fait, même s'il y a quand même des frictions entre royalistes et socialistes français du 19e siècle, il y a des possibilités de convergence qu'il n'y aurait pas avec un marxiste. Voilà. Et donc, ne jamais oublier que quand on parle de socialisme utopique, ne jamais oublier que quand on parle de socialisme utopique, il y a une partie du socialisme qui est Barjot, et qui est vraiment utopique, et une autre partie du socialisme, c'est Marx, qui tout simplement en fait critique ses opposants politiques, calomnie ses opposants politiques, et ça a marché historiquement, puisque aujourd'hui on continue à dire que Proudhon est un socialiste utopique, alors que Proudhon est beaucoup plus réaliste que ce que Marx n'a jamais été. Donc voilà, là-dessus, moi je trouve que il y a une approche qui est un peu très académicienne, universitaire. C'est la doxa de ce qui se dit sur le marxisme dans les milieux universitaires, les mêmes milieux qui sont corrompus par le marxisme depuis au moins 60-70 ans, voire plus, les mêmes milieux qui sont complètement soumis, serviles, indigents, incapables de proposer
une pensée intellectuelle correcte, concrète. Alors, excusez-moi, face à des universitaires médiocres ou un mathématicien converti philosophe qui a prouvé par ses actes qu'il comprenait le wokisme et qu'il était capable de se faire publier dans des revues prestigieuses sans que personne ne le voit, ben moi je prends celui qui a eu une expérience de terrain, qui a prouvé par son action qu'il comprenait la chose, plutôt qu'un universitaire qui passe sa vie à blablater et qui ne fait rien d'autre. Et tout à l'heure, je vous disais que il y a un peu de formalisme dans ce podcast et que parfois ça me gêne. Mais effectivement, oui, ça me gêne parce que à un moment, vu le niveau d'échec intellectuel de nos soi-disant élites intellectuelles, il faut arrêter d'avoir de la déférence à leur égard. Le marxisme, c'est pas en allant chercher des théories orthodoxes qu'on pourra l'expliquer. Non, parce que si on avait réussi à expliquer le marxisme, ça se saurait. On ne l'a pas réussi. On ne l'a pas réussi. Donc, tout ce qui a été fait avant, euh, il faut garder en tête que ce sont des gens qui ont parlé de Marx, mais qui ont échoué à dire ce qu'était le marxisme réellement. Par exemple, Raymond Aron, qui a cette phrase de dire qu'en réalité, le marxisme serait très simple à expliquer, que s'il n'y avait pas tous les marxistes qui avaient tordu la pensée de Marx, il n'y aurait pas tous ces conflits. C'est une connerie. C'est une connerie. Et Raymond Aron fait partie de cette flopée de gens qui ont échoué à expliquer ce qu'est le marxisme. Huor Martin dans le chat qui fait remarquer Sandrine Rousseau est prof à l'université. Et voilà, exactement. Et moi, quand j'étais à l'université, j'en ai eu des profs qui étaient des militants gauchistes qui, au lieu de faire cours dans la matière, dans leur matière, dans la matière dans laquelle ils sont censés faire cours, faisaient du militantisme pendant 2 heures. Voilà, donc là-dessus, moi, je suis vraiment pas d'accord avec l'argument que je trouve hors sujet et la méthode intellectuelle, pas forcément la méthode intellectuelle, mais plutôt le type de référence intellectuelle qu'on recherche pour faire une critique du marxisme. Pour moi, les travaux académiques orthodoxes ont échoué. Et si je vais chercher mes références chez James Lindsay, qui est une figure controversée et à raison, si je vais chercher mes arguments dans des écrits d'ésotérologie, qui est vraiment une niche dans le monde universitaire, une niche que personne ne connaît. À l'intérieur de cette niche, les gens sont des superstars, mais à l'extérieur, personne ne les connaît. Si je vais chercher mes arguments dans des recoins de la production intellectuelle, c'est parce que je considère que les arguments dominants, les grand public, les arguments les plus facilement accessibles, ont échoué. Et là-dessus, effectivement, c'est quelque chose que je tire de mon parcours d'autodidacte. Moi, j'ai décroché la fac. Je suis sorti de la fac, j'ai aucun diplôme. J'ai fait 3 années de fac, 2 et demi. J'ai fait 2 années et demie de fac et j'en suis sorti sans aucun diplôme. Bon. Le fait de ne pas être attaché à ce milieu, ça me donne une liberté d'aller chercher des arguments ailleurs et avec cette exigence qui est que il faut que les arguments se confrontent à une certaine réalité. Parce que moi, les gens qui écrivent pour plaire à leurs collègues, dans une petite bulle intellectuelle, dans une petite bulle universitaire, où finalement, ce sont des snobs qui se jugent les uns les autres, qui jugent de leurs compétences les uns les autres, et les gens autour les regardent de l'extérieur en se disant mais qu'est-ce que disent ces abrutis? Moi, ce type de production intellectuelle-là ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je m'en fiche d'aller chercher mes références chez des gens qui sont des intellectuels dissidents, d'aller chercher dans des niches universitaires, dans des disciplines très peu connues, même d'aller chercher des arguments chez des gens qui ne sont pas des intellectuels. Par exemple, moi, un bouquin que j'aime beaucoup, et je sais que Boris l'apprécie aussi, c'est John Douglas. John Douglas, c'est l'homme qui a inventé le profilage américain. Profilage, c'est ce que vous voyez dans les séries télé du genre Esprit criminel. Comment, à partir de l'observation d'une scène de crime, vous pouvez deviner des choses
sur l'identité du criminel et à partir de là, orienter les recherches pour l'attraper. John Douglas n'est pas un philosophe. C'est pas un intellectuel au sens universitaire. Eh bien, euh, tous ces bouquins, tous les bouquins de John Douglas sont des pépites. C'est de l'or en barre. Il faut les lire, c'est extrêmement intéressant. Le gars n'est pas un universitaire, c'est pas un intellectuel. Des fois, effectivement, il va manquer de ce formalisme dans l'argumentation qui plaît tant aux universitaires. Des fois, il va être simple, concret, direct, au lieu de faire des périphrases sur 10 pages. Et là-dessus, moi, je suis en opposition radicale avec l'intellectualisme. Pour revenir sur la miniature, parce que bon, Teddy, il a fait une miniature assez violente. Après, je pense que c'est moi aussi, je lui ai pas donné de bonnes consignes sur le type de miniature à faire. Donc, je pense que c'est plus de ma faute que de la sienne, mais peu importe. Il a mis Rochdy Bastiet, critique des intellectuels de droite. Alors, surtout Julien Rochdy. Julien Rochdy, lui c'est quelqu'un, il est jargonnant, c'est du verbiage. Enfin, il parle pour rien dire. Tout à l'heure, quelqu'un dans le chat parlait de son bouquin Philosophie de droite. Et à mon avis, dans son bouquin, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, j'ai jamais lu un bouquin de Rochdy, puisqu'il suffit de l'écouter parler pour savoir qu'il n'y a pas de fond. Donc, je ne vais pas investir. À la rigueur, si quelqu'un m'envoie le bouquin de Rochdy, je le feuilleterai, mais je ne vais pas acheter ça. Je n'ai pas assez d'argent pour me permettre d'acheter un bouquin comme ça. Eugénie Bastier, pareil. Eugénie Bastier, c'est un peu, moi je l'appelle la prophétesse des droitards mous. Mais parce que Eugénie Bastier, c'est vraiment ça. En fait, ouais, c'est quelqu'un, on n'arrive pas vraiment à cerner si. En fait, on n'arrive pas à cerner ce qu'elle pense. Elle fait vraiment de l'opinion sur chaque thème, sans vraiment qu'on voit de ligne directrice. Des fois, elle va être conservatrice, à dire ouais, il faut interdire les réseaux sociaux aux jeunes, des trucs comme ça. Des fois, elle va être pro-liberté, style Javier Milei à Fuera. Enfin, tu dis, mais en fait, elle est où ta ligne? L'État doit intervenir, l'État doit pas intervenir. Régalien, pas régalien, où commence le régalien? Tu te positionnes comment? Donc, donc ça, c'est les problèmes dans la sphère médiatique, mais après, dans la sphère universitaire, c'est exactement le même problème, avec énormément de snobisme. Là, il y a Huor Martin qui disait « J'ai pas connu ça, j'étais en fac de sciences, je ne me rendais pas compte que l'université est devenue comme Raphaël le décrit. » Ben oui, mais en sciences humaines, l'université est devenue totalement corrompue, profondément. Les racines sont pourries. Voilà. On ne peut pas faire repousser l'arbre, il faut le déraciner et le replanter. Tout est à refaire dans les facs de sciences humaines, très clairement. Donc voilà. Voilà pour un peu la critique et pour mon positionnement anti-intellectuel, anti-intellectualiste plutôt, où effectivement, oui, moi, ça me saoule les gens qui parlent pour ne rien dire. J'essaye, dans mes écrits, dans les vidéos ici, dans ma pensée, d'être beaucoup plus direct. Alors, ça m'a valu de la part d'un gauchiste sur Twitter de dire que j'écrivais comme un collégien. Effectivement, j'essaye de ne pas avoir de fioritures dans ce que j'écris. Bon, bah écoute, tant pis. Tant pis si certaines personnes ne comprennent pas que l'important quand on défend des idées, parce que moi je défends des idées, pour moi l'important c'est que mes idées soient comprises. J'ai pas envie que les gens me lèchent le torse et tombent en pâmoison devant moi. Ça ne m'intéresse pas. Je veux que mes idées soient comprises. Donc la simplicité, la clarté, l'efficacité sont de vrais objectifs pour moi. Ce que beaucoup d'intellectuels universitaires n'ont pas, parce que eux, on leur apprend à faire du superflu, de la sophistication, de la fioriture pour plaire à leurs collègues snobs. Moi, j'ai pas de collègues snobs. Moi, le seul juge de la qualité de ce que je fais, c'est le public. J'essaye de m'adresser directement au public et de contourner ces institutions que j'estime être corrompues. Donc là, ici, je ne suis pas d'accord sur le fond
de la critique que fait Gary Lasky. Je suis même pas d'accord sur le contexte de sa manière de penser. Je pense qu'il a une position beaucoup trop orthodoxe, beaucoup trop conventionnelle, beaucoup trop ringarde, et que il n'a pas assez d'audace et de courage d'aller explorer de théories alternatives. Voilà. Et avant de mettre la suite du podcast, Alexandre A. Perso, j'étais en école d'ingénieur, c'était encore relativement épargné. Mais là-dessus, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que, bon, même si je défends un peu les sciences humaines, je ne nie pas le fait que la majorité des sciences humaines est corrompue. Alors du coup, là, j'ai beaucoup parlé, donc on va sauter le passage où il parle de James Lindsay, etc. Je vais juste faire une remarque rapide. Non, je ne vais pas la faire parce que... Allez, on va sauter. On va aller à le troisième essai que j'ai écrit. Alors le troisième essai, c'est celui dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai écrit un essai où je critique le livre de Rodolphe Carte, Feu sur la droite nationale, et je suis en train de finaliser le deuxième essai sur ce thème-là, qui cette fois sera une défense du livre de Rodolphe Carte et une critique de la position des identitaires, dont Daniel Conversano en est. Mais là, en l'occurrence, Gary Lasky se base uniquement sur le premier essai, puisque c'est le seul que j'ai publié. M'a paru particulièrement intéressante à divers degrés. En fait, ça portait surtout sur la question ethnique, c'est-à-dire sur l'unité ethnique du peuple politique. Est-il possible de faire un peuple sans unité ethnique? Alors, la tradition républicaine est complexe à ce titre-là. Là, je suis assez étonné que Payot ne donne pas vraiment crédit aux auteurs de cette pensée, parce qu'il existe quand même une pensée républicaine qui se veut pas de la négation ethnique, mais de la construction ethnique. C'est la pensée républicaine traditionnelle, c'est-à-dire Renan, comment s'appelle, Ernest Renan qui est connu pour avoir écrit Une vie de Jésus, je crois qu'il est un ancien prêtre, un des grands écrivains du 19e siècle, et qui disait que être français, c'est un plébiscite de tous les jours. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est un désir de tous les jours. On est français parce qu'on veut l'être tous les jours. Donc c'est une histoire de volonté, c'est une histoire de désir d'appartenance, à la fois viscérale mais individuelle, et continue. Donc ça c'est un attachement, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec le sang, et tout à voir avec le consentement. Et non seulement le consentement, mais l'engagement. Ça, c'est l'idéalité de l'appartenance française selon Ernest Renan. Ensuite, la pensée républicaine, elle, hérite de la tradition romaine, c'est-à-dire la tradition romaine que chacun puisse, en République, pouvoir construire sa relation privée, sa propre lignée, quoi, sa propre, entre guillemets, race. Donc normalement, l'État n'a pas à intervenir là-dedans. L'État en donnant la liberté au privé, l'État donne la liberté à chacun de pouvoir s'unir avec qui est d'accord pour ça, quelle que soit sa race, quelle que soit son origine. D'accord ? Et il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité à ce titre-là. D'accord. Ça c'est la pensée républicaine. Et à mon avis, le troisième élément de la pensée républicaine au niveau ethnique, au niveau génétique ou racial, comme vous le voulez, de toute façon ces trois termes recouvrent à peu près une même réalité, celle du sang, c'est que en favorisant les brassages de population, et surtout en favorisant l'instruction civique, on favorise la mobilité sociale, mobilité qui est aussi une mobilité géographique, donc le brassage de population, donc l'unification génétique du peuple. Ce qui permet de recourir à l'immigration sans crainte, parce que chacun recevant une même instruction civique solide est capable de s'intégrer dans la société,
toujours avec cette différence entre public et privé. Alors là, déjà, encore une fois, je fais un compliment parce qu'ici, heu, ici, je trouve l'exposition vraiment excellente, condensée, résumée, vraiment extrêmement qualitative. Alors après, moi, si j'ai pas parlé de la pensée républicaine, alors déjà, première raison, c'est que je pense que je la maîtrise moins que ce que Gary Leski a montré, parce que moi, la qualité de résumé qu'il a été capable de faire, j'aurais pas été capable de la faire. Donc première raison pour laquelle j'en parle pas. Et deuxième raison, parce que dans le débat face aux identitaires, moi, il y a quelque chose qui me frustre, c'est que les identitaires, ils ont des arguments qui sont tirés de la biologie. Et à chaque fois, quand on leur répond, personne ne leur répond avec des arguments biologiques. Tout le monde va leur parler euh, de pensée républicaine, de culture, assimilation, tatati tatata, d'anecdotes. Oui, mais moi je connais quelqu'un qui. On va pas leur répondre sur des questions de biologie pure. Et moi, ce que j'ai voulu faire dans le premier essai que Gary Lasky commente et dans le deuxième que je suis en train de finaliser, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est utiliser uniquement des arguments biologiques. Et je vais même aller encore plus loin. Uniquement des arguments universitaires. Je veux que ce travail-là soit inattaquable du point de vue de la crédibilité des sources. Parce que pour moi, la question racialiste, ethnique, appelez ça comme vous voulez, elle est complètement pourrie par une hystérie généralisée où tout le monde argumente à partir de sa petite émotion du moment et personne n'essaye vraiment d'aller expliquer en termes de principe. Et donc, si on va expliquer en termes de principe, bon, je suis d'accord avec la description de la pensée républicaine que Gary propose, ok, très bien. Là où euh, sa, sa remarque est à contre-temps par rapport à ce que moi j'ai écrit, c'est que précisément ce qu'il décrit, euh, j'argumente pour le réfuter dans mon article, puisque ce que je dis, il parle de l'unification génétique du peuple qui permettrait de recourir à l'immigration sans crainte. Bah non. Ce que j'écris précisément, c'est que les populations génétiques ont un intérêt qui est celui de préserver leur patrimoine génétique propre. Le métissage est un danger. Parce que si moi, demain, je me marie avec une femme qui est française, euh, mon enfant aura 50% de mes gènes, 50% des gènes de ma femme, mais puisque ma femme serait aussi française, puisque ma femme est aussi française, une partie de mes gènes, elle les a elle aussi. Et donc, euh, mon enfant, il aura en commun mes gènes plus les gènes que ma femme a qui sont en commun avec les miens. C'est l'idée en gros, c'est l'idée de sélection de parentèle que je développe, que j'explique dans l'article, dans l'essai, avec l'affirmation d'Edward Dutton, qui est une référence intellectuelle pour les identitaires, qui est de dire l'ethnie est en gros, c'est un groupe de parenté étendu, l'ethnie. L'ethnie, ce sont des gens avec qui je suis proche génétiquement. Je suis moins proche génétiquement que ma famille, mais je suis plus proche génétiquement d'un Français que d'un Danois. Et a fortiori qu'un Asiatique, qu'un Japonais, par exemple. Bon, voilà. C'est ça la question. C'est ça la question, c'est ça l'argument central des identitaires. Et ça, c'est un argument que personne ne comprend. Personne. Donc, imaginons une situation de métissage. Si je me marie avec une Française, mon enfant sera... si je me marie... si je me marie avec une étrangère, à- à- je prenais l'exemple du Japon, donc disons une japonaise. Euh, il y aura, mon enfant sera plus distant de moi que si je m'étais marié avec une française. Donc là, d'un coup, il y a une distance génétique qui se crée. Ensuite, mon enfant, il a deux choix. Soit il se marie,
il se marie avec une japonaise, ou il se marie avec un métis franco-japonais. Là, moi, j'ai des lags. Est-ce que le son est correct de votre côté? Est-ce que c'est revenu? Est-ce que quelqu'un... Bon, visiblement, personne dans le chat dit rien, donc j'imagine que c'est revenu. Et donc, le dilemme pour cet individu, c'est de savoir... Le dilemme pour cet individu, c'est de savoir avec qui il se reproduit. Parce que si l'individu métis se reproduit si le franco-japonais se reproduit avec des Français, en gros, la partie japonaise de sa génétique va disparaître dans la population majoritaire française. S'il se reproduit avec des Japonais, la partie française va disparaître dans la génétique japonaise. Et s'il se reproduit qu'avec des franco-japonais, alors il y a une nouvelle ethnie qui apparaît. Pour ça, je vous ai pris les Afrikaners en Afrique du Sud. Ce sont des descendants de colons néerlandais, de réfugiés huguenots français et de protestants allemands. Donc là, il y a trois groupes ethniques qui se sont mis ensemble et qui ont formé une nouvelle ethnie qu'on appelle les Afrikaners. Bon, ça, c'est un exemple de métissage qui crée une autre exemple de création ethnique, mais pas par métissage cette fois, c'est les Acadiens. C'est un groupe ethnique francophone de l'Est du Canada. Donc à la base, ce sont des Français, mais il y a ce qu'on appelle en génétique un effet fondateur, c'est-à-dire que les Français qui forment le groupe ethnique acadien ne sont pas une représentation parfaite de la population française. Il y a une variabilité aléatoire de la génétique des quand ils ont la population française dont ils sont issus. Donc ça, c'est des exemples des exemples concrets. Oui, je m'excuse pour le lag, mais ça veut pas revenir. Donc j'essaye les moments où c'est bon de parler, mais bon. Et donc, en fait, tout ce que je viens d'expliquer, c'est est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est revenu? On me dit que le son est OK. OK, bon, bah, et donc tout ce que je viens d'expliquer, c'est un argument à un intérêt génétique à ne pas s'assimiler à la culture de son pays d'accueil. Donc concrètement, les immigrés en France ont un intérêt génétique à ne pas s'assimiler à la culture française,
parce que c'est leur manière à eux de défendre leur patrimoine. Et donc les gens qui parlent d'assimilation, là ici l'expression c'est instruction civique, heu, font une erreur, en tout cas à mes yeux, font une erreur, c'est que leur pensée n'est pas appuyée sur des principes, elle n'est pas appuyée sur des principes, elle n'est pas appuyée sur des principes biologiques cohérents. Donc voilà. Ça c'est un argument contre l'idée qu'il peut y avoir une unification, génétique par l'instruction civique. Ça peut pas arriver et là-dessus, c'est quand même un argument béton des identitaires auquel personne n'a le courage de répondre parce qu'en fait les gens ne le comprennent pas. Écoutez, ça lag. Bon, là visiblement de m'ont coupé les donc voilà, c'était juste pour dire ça. C'était juste pour dire ça. Donc si ça ne lag pas, on va essayer d'écouter la fin, puis on va s'arrêter là. Donc ça, c'est le point de vue. Euh, j'aurais aimé que l'un de ces deux auteurs revienne sur cette conception de la République.